vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur un air de vacances, avec ma superbe équipe. Alors, Sylvie, de Sylvie Enfin Moi. Bonjour. Virginie. Bonjour. Je ne vieillis pas. Elisabeth, qui remplace pour cette émission Caroline 50 Years of a Woman, qui est toujours à Sao Paulo, la Vénarde. Elisabeth, qui vient avec tout son charme et qui s'appelle Glam Rock Rebelle. Bravo Nicole. Sur Instagram. Et notre jolie Annick, Annick Tellier, aussi sur Instagram. Annick. Hein. Bonjour. Et ben voilà les filles, c'est parti. Vous avez passé une bonne quinzaine de jours depuis qu'on s'est vu. Absolument. Tout va bien, vous profitez de la plage, du soleil, de Bordeaux. Un peu tôt. Un petit peu tôt. Eh bien, j'espère que vous aussi, vous profitez pour vous aérer dans les parcs, les plages, enfin, où vous voulez, mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Et c'est parti pour le coup de cœur. Comme toujours, dans cette émission, nous aimons partager avec vous nos coups de cœur. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un influenceur de tout horizon. Et c'est parti. Et qui commence aujourd'hui? Virginie. D'accord. Alors, j'ai commencé par vous faire rêver parce que je voulais parler des Cyclades. Voilà. Les Cyclades qui sont aussi appelées l'Éden grec. Et j'ai eu la chance je viens d'y passer quelques jours et effectivement c'est vraiment un petit Éden. Alors pourquoi on appelle ça les Cyclades? Parce qu'en fait c'est un archipel qui va regrouper 24 îles habitées, mais en fait il y en a 56 au total. Et on sait aux Cyclades parce qu'elles se regroupent un peu en cercle autour dans la mer Égée, hein, quand même je précise, autour de l'îlot sacré de Délos. Et c'est là où d'après la mythologie est né le dieu Apollon. Donc c'est vraiment, on va dire, les îles bénies des dieux, c'est un peu facile, mais c'est pas faux. Ces îles les plus emblématiques, celles qu'on connaît le plus, c'est Santorin, Mykonos, Paros, Sifnos, il y en a beaucoup. Mais en fait, elles ont toutes à peu près la même géographie et la même esthétique, j'allais dire. C'est des côtes escarpées, c'est des villages perchés, c'est beaucoup de blanc étincelant, c'est évidemment beaucoup de bleu, c'est des moulins. C'est des milliers de petites chapelles où vous alliez dans n'importe quel petit champ, petite montagne, vous avez une chapelle, soit au toit bleu, soit au toit rouge. Alors je confonds toujours parce qu'il y a les toits rouges, je crois que c'est orthodoxe, il y a des significations de couleurs en fonction de la religion. Et surtout, c'est ce bleu, cette couleur de dingue, et franchement, la Grèce n'a rien à envier aux Caraïbes en termes de couleur de la mer. Et le charme de ces îles vient aussi de beaucoup de ses habitants qui sont extrêmement sympathiques. Et en plus, il y a énormément d'animations dans ces petites ruelles très étroites, etc., où tout le monde discute, tout le monde boit un verre, etc. Et surtout, on y mange. Tellement bien. Raconte. Alors, évidemment, il faut aimer l'huile d'olive et la feta, mais c'est très sain. On parle souvent du régime crétois grec, c'est la même région, etc. C'est très sain. C'est pas si gras qu'on le dit. Il faut faire un petit peu attention, mais c'est vraiment le moindre petit restaurant est toujours délicieux. Voilà, bien sûr, l'idéal, c'est d'y aller hors saison. Il y a quand même beaucoup de monde au mois de juillet-août. En plus, c'est vrai que c'est des petits villages, donc c'est très vite, on est très vite pris dans la foule. Mais le bon point quand même pour y aller ces moments-là, c'est qu'il ne fait jamais trop chaud, parce que ce sont quand même des îles très ventées. Et du coup, on n'est jamais étouffé de chaleur comme on peut l'être en Grèce continentale. Et la meilleure période pour y aller? J'ai envie de dire que c'est juin ou septembre. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup fleuri? C'est magnifique. Alors ça faisait très longtemps, moi j'ai l'impression que ça avait disparu dans ma jeunesse. Mais là, quand je suis allée, il y avait des champs de coquelicots, dessus. J'ai l'impression qu'on n'en voit plus en France, les coquelicots. Un petit peu, mais pas beaucoup. C'est bizarre, hein, Chez nous, il n'y en a pas. Et ces coquelicots, alors c'est aussi beaucoup d'oliviers, beaucoup de... Mais ça reste assez fleuri. Alors qu'il y a quand même des côtés très arides aussi. Oui. Ça dépend des îles. Hein. Il y a des îles qui sont plus fleuries et beaucoup de vent. C'est pas une explosion de couleurs de fleurs. Hein. D'accord, mais c'est très joli et très beau. Est-ce qu'ils regardent Breaking Mamie là-bas? Bien sûr. Et dans la rue, on me disait Breaking Mamie. Tu as signé des autographes? Mais je sais pas arrêté. Bon, écoute, en tout cas, ça va donner envie d'aller en Grèce. C'est très beau. Et dans les commentaires, dites-nous si vous avez une des îles qui a votre préférence. Hein, chacune est assez différente, c'est assez amusant. Je ne les connais pas toutes, malheureusement.
Et toi Sylvie, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, vous allez être déçus. Je ne parle pas de Bordelais aujourd'hui. Ah, J'ai envie de c'est mettre tout Bordeaux qui est déçu. Là, j'ai envie de mettre en avant une blogueuse et Instagrammeuse qui s'appelle Atelier Rue Verte, qui, je trouvais il fallait que c'était le moment d'en parler, puisqu'elle ne fait que de la déco, mais elle donne des astuces pour repeindre, elle vous explique comment, avec des petits bouts de bois, faire quelque chose de charmant. Enfin bon, bref, elle a un goût plus que sûr en décoration, et avec une décoration qui est tout à fait accessible. Elle a un côté assez green aussi, sans avoir... elle a un côté authentique, avec des belles matières, du lin lavé. Elle va vous montrer la rénovation d'une pièce, mais de l'intérieur est toujours très accessible. Et il y en a deux. Je ferai mon prochain coup de cœur avec sa comparse, dont je parlerai la prochaine fois, qui sont deux blogs absolument magnifiques. Elles sont copines toutes les deux. Et elles ont cet amour de la décoration, mais d'une décoration qui va effectivement... Ça va très bien, je suis ravie que tu m'aies fait parler après, Virginie, puisque cet esprit un peu grec, un peu île, un peu... Voilà, c'est une âme. Ah, j'adore ça. C'est vraiment... Je ne me lasse pas de ces posts, et je ne me lasse pas de ces photos Instagram. Voilà. Et elle note, par exemple, quand elle a remeublé, réarrangé une pièce, elle note bien où trouver. Elle va te montrer, puis elle va te partager aussi des coups de cœur, des maisons qu'elle a vues sur des sites d'architecture, des choses comme ça. C'est pas je fais ça et vous le refaites. Oui. C'est la beauté de la décoration, mais avec quelque chose d'authentique. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de la mettre à l'honneur. Elle ne le sait même pas. Eh bien, on va tout aller voir c'est très très... Moi, je suis intéressée. Hein. Ah oui, mais... très intéressée. Eh bien, Annick. Alors, moi, mon coup de cœur cette fois, c'est sur un livre qui s'appelle La Tresse, de Laetitia Colombani. C'est l'histoire de 3 femmes sur la planète, mais opposées complètement. Une en Sicile, une au Canada et l'autre en Inde. Et ces 3 femmes, elles ont des vies complètement différentes. Et donc, il se passe pour l'une, celle qui est en Inde, elle vit de ramasser la crotte des autres. Oui, je me souviens. Et elle ne fait que ça, alors elle a l'odeur sur elle, ça la dégoûte, et elle ne peut pas faire autre chose parce qu'elle est classée comme ça. Alors, elle a une fille qui est magnifique, une fille qui a dans les 6-7 ans, qui est mignonne, et elle rêve que sa fille apprenne à lire et à écrire pour se sortir de ça. Alors, elle veut l'inscrire à l'école, mais voilà qu'à l'école, elle est rejetée, cette gamine. On la rejette parce que ses parents n'ont pas... Son père, il attrape les rats pour les manger. Les intouchables. C'est vraiment le rat. C'est ce qu'on appelle les intouchables. Les intouchables, c'est ça. Et en parallèle de ça, à Palerme, il y a une femme son papa, elle, a un atelier où il récupère les cheveux pour faire des perruques. Mais de moins en moins, ils ont beaucoup plus de mal à trouver des cheveux, les gens vendent moins leurs cheveux, et puis les affaires ne vont pas très bien. En plus, le papa a un malaise, a un accident en allant travailler, donc le papa va être arrêté. Et qui va reprendre l'affaire? C'est la grosse question. Mais cette jeune femme, elle aime ce qu'elle fait, son papa lui a appris le métier, et elle a envie de reprendre, mais c'est difficile. Parce que le livre se décompose dans les 3, et à chaque fois il y a une histoire. Donc, au Canada, c'est une autre femme qui, elle, est avocate. Elle est très brillante, elle travaille dans un cabinet d'avocats très renommé, et elle fait carrière, elle arrive, elle va être associée. Mais voilà qu'on lui trouve un cancer. Et pour elle, il fallait surtout pas, elle ne s'est jamais arrêtée, jamais pris un moment pour aller à une fête pour ses enfants. Elle a toujours répondu présente au travail, elle veut que ce soit la perfection. Et avouer qu'elle a un cancer,
c'est pour elle, il faut surtout pas que son entourage le sache, parce que sinon, elle sent qu'on va la faire descendre. Et c'est ce qui se passe. Elle sait qu'elle a une collègue qui veut prendre sa place, et donc elle va saisir le moment de l'avoir. Pour revenir à l'histoire de Palerme, donc cette femme, elle emmène sa petite... elle décide de la mettre à l'école et ça ne marche pas, donc elle décide de se sauver, de partir avec elle, afin d'aller plus loin pour qu'on ne sache pas ses antécédents, et elle veut absolument qu'elle étudie. Alors elle s'en va avec sa gamine, mais c'est un calvaire, les trains sont bondés, c'est horrible. C'est voilà, un voyage inimaginable. Il faut vraiment lire le livre pour s'imaginer ce qu'elle subit. Oui. Alors elle part donc avec sa gamine, et puis au parallèle de ça, la jeune femme qui vit, je raconte peut-être pas très bien mon histoire, parce que c'est... Il faut surtout pas tout le raconter. Non, il ne faut pas tout raconter. Pas tout. Parce qu'il faut qu'il tu le lise. Là, tu me donnes envie de le lire. Ah, Donc, oui, il est super. C'est vrai qu'il faut le lire, il se dévore. Hein. C'est un livre. Donc en fait, c'est 3 destins croisés. 3 destins Elles se retrouvent. Ah oui, il y a un point. Et ils vont se retrouver à cause, parce que la personne qui va prendre l'atelier de perruque, là, elle va rencontrer un homme qui, lui, va l'aider à acheter des cheveux à l'étranger parce qu'elle n'en trouve plus en Sicile. Et la femme avocate qui, elle, va perdre ses cheveux. Elle va acheter des cheveux. Il y a un lien. Elle va avoir besoin d'une perruque. C'est très logique. Et le lien va se faire à travers les cheveux. C'est très joli. Tu nous as donné envie de le lire. Ah, mais c'est un livre c'est qu'il faut vraiment absolument très, lire. très Ouais. Je pense que tout le monde l'adore, ce livre-là. Ah oui, c'est à partager. Hein. C'est un livre à partager. Et pour les vacances, c'est parfait de lire ça sur la plage. Et elle vient d'en écrire un autre. Alors, je pense qu'elle en a écrit d'autres, mais là, il est sorti il y a 2-3 jours qu'elle en parle. C'est à suivre. Alors, ah oui, elle écrit superbement bien. Ah oui. Donc voilà, vous avez un livre beau pour livre les vacances. Pour les vacances. Merci Annick. Merci d'avoir lu pour nous ce superbe livre. Oh, ça a été avec plaisir. Ah bah oui, ça je suppose, parce que c'est vraiment passionnant. Et toi, Elisabeth? Alors, moi, on va penser que je suis une grande copieuse. Pourtant, on ne s'est pas consulté. Moi, je vais parler de bijoux. Donc, je sais que dans la précédente émission, Sylvie a mis en valeur... Oui, mais il y a 15 jours de ça. Bordelaise. Donc, alors là, c'est une basque. Ah, donc, on n'est pas très loin. Donc, je vais vous parler d'une jeune femme... qui s'appelle Sophie, donc qui est créatrice de bijoux et photographe. Donc, elle a pu, par le biais des pierres, conjuguer sa passion pour la photo et pour la mode, parce que c'est quelqu'un qui vient d'une famille d'artistes. Son père était chef d'orchestre, sa maman était céramiste, donc elle a un peu baigné dans cette ambiance artiste. Et elle a travaillé très très longtemps dans la mode, donc elle est montée à Paris, elle était styliste, elle était fabricante de vêtements, et elle a fini par retourner dans son pays natal, donc elle est à Biarritz, où elle a ouvert c'est son atelier. Donc en fait j'ai rencontré Sophie parce qu'à un moment donné je suis tombée amoureuse de Biarritz, et je l'ai vue quelques pièces dans un magasin. Et en fait, ça m'avait donné envie de découvrir son travail. Donc, vous allez voir, il y a des jolies photos de ses bijoux et de ses photos qu'elle prend de la plage, du surf, de la nature. Vraiment, c'est une ambiance extrêmement douce. C'est quelqu'un, bon, c'est peut-être facile à dire, inspiré par les voyages. Donc, ça, on se dit souvent, mais c'est quelqu'un qui a quand même pas mal voyagé. Et très inspirée dans le lieu où elle vit, qui est quand même magnifique. Il y a une lumière qui est extraordinaire, la plage c'est sublime, il y a un arrière-pays qui est très très joli. Donc en fait elle travaille avec des pierres semi-précieuses. Parfois je crois que les pierres précieuses aussi. Mais surtout ces bijoux, ce que j'adore
sont intemporelles. Elle fait un petit peu contre les tendances. Comme elle m'a expliqué l'autre jour, si tu dis elle n'est pas tendance, elle me dit ça va plomber mon affaire. Mais non, au contraire, c'est des bijoux de par les matières intemporelles et une palette de couleurs comme ça va avec la nature, la mer, le ciel, etc. C'est des couleurs qui sont très douces, qui vont à tout le monde. Donc là, moi j'aime bien porter ces bracelets un peu en stacking, donc je choisis les couleurs qui se marient ensemble. Elle fait des bijoux sur les petits cordons en soie, les petits rubans en soie. Donc elle, par contre, elle est dans certains points de vente qui sont essentiellement dans le sud-ouest de la France. Mais elle a une très bonne page Facebook où on peut acheter à travers sa page. Oui. On peut prendre rendez-vous pour visiter son atelier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle a un joli compte Instagram aussi. C'est quelqu'un qui est assez discret et je trouve que ça se reflète dans son travail. Mais pour moi, c'était une très belle couverte. Et sans que ça soit la lithothérapie, ce qui est la thérapie par les pierres. Moi, je trouve que ces bijoux me rassurent, ils me font du bien. Peut-être que ça fait l'effet. Oui, c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, les pierres ont un effet. Voilà. Donc, sa maison, ça s'appelle SOF Biarritz. De toute façon, tous les liens seront, tu sais bien, dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Tout ce qu'on vous dit, c'est noter et préciser. Et il faut encore appuyer sur le petit truc pour faire descendre là-bas. Après. Et toi, Nicole, tu as un coup de cœur? Oui, moi j'ai un coup de cœur, Sylvie, c'est Seigneur en vadrouille. Alors, il n'y a aucun pays qui ne connaisse pas. C'est un couple, alors je ne veux pas dire d'âge, parce que sincèrement j'en sais rien, mais je pense qu'ils sont à la retraite. Solange était venue en invité à une émission Breaking Mamie, la numéro 2, je crois, pour nous parler de l'ouverture de son blog. Depuis son blog, je l'ai vu avant-hier, et il y a eu encore plein de voyages. Ce sont des amoureux tous les deux du voyage, des globe-trotteurs de plus de 60 ans. Et le blog est magnifique, les photos sont magnifiques. Solange et son mari vous renseignent en plus, vous voulez partir à un voyage, eh bien vous avez tous les détails, que ce soit administratif ou les meilleurs lieux pour se rendre là-bas. Enfin, vous avez tout ce que vous voulez savoir sur tous les pays et plein de jolis conseils. Donc vraiment, les amis, si vous voulez voyager, allez voir Seigneur Vadrouille parce que c'est vraiment un très joli blog. Et bien voilà, merci beaucoup pour tous vos coups de cœur. C'était très joli. Vous êtes très inspirés, je vois. Nous continuons avec notre invité coup de cœur. Et cet invité, vous l'avez déjà vu. Il s'agit de Maxime Bardon. Il était venu dans l'émission numéro 6, 7, 8, je ne sais plus, nous parler de son entreprise Lift It Web. Donc nous allons l'accueillir tout de suite sur notre plateau. Bien Maxime, ravi de te revoir. Tu vas bien? Merci, très bien, et vous? Oui, parfaitement. Et tu vas nous parler du SEO. Exactement, voilà. Je vais vous parler du référencement naturel, dit SEO en anglais. Et plus particulièrement du référencement naturel on-page, c'est-à-dire sur son propre site internet. Et en fait, ça consiste, quand on est blogueur, en fait, on a plusieurs moyens de se faire connaître. On a le référencement on-page, qui est en fait tous les biais sur lesquels on intervient sur son site, enfin tout le contenu qu'on intègre à son site pour simplifier. Le référencement off-page, là, c'est tous les liens entrants vers son site qui peuvent découler de partenariats. D'articles invités qu'on rédige sur d'autres blogs. Voilà. Il y a l'autre grand vecteur, c'est l'emailing. Donc l'emailing, c'est tout ce qui est envoi de mail pour notifier par exemple l'apparition d'un nouvel article. Et les réseaux sociaux qui sont un biais quasi obligatoire de partage des dernières publications
et qui peuvent aussi permettre d'avoir un feedback. Mais là, vraiment, aujourd'hui, je vais me concentrer sur le SEO on-page, qui est la technique de base de référencement qu'on doit mettre en place sur chaque article qu'on travaille. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais parler de plusieurs étapes. La première, bien cibler une thématique. Par exemple, si on parle de référencement, on va dire... on va pas marquer, on va pas donner un titre, par exemple, bien référencé... bien se référencer, comment bien se référencer sur Internet. C'est trop évasif. On va plutôt spécifier, on va dire, par exemple, 5 techniques pour bien référencer son article de blog sur Google, qui va être beaucoup plus précis et qui va dire directement ce qu'on veut référencer. C'est un article de blog et c'est pas un site de e-commerce, c'est pas une fiche produit, c'est pas... Voilà. Il faut vraiment préciser le sujet et à partir de ce sujet, on va y aller à fond, c'est-à-dire qu'on va creuser tout ce qu'on peut sur le sujet et le développer. Et en fait, ça, c'est la base d'un bon contenu. Donc c'est le titre aussi qui est important dans un article. Je vais en parler après. Donc du coup, contenu, à peu près, pour bien creuser un contenu, c'est entre 500 minimum, vraiment, et 2000 mots. 2000 mots, c'est vraiment l'idéal. Pour vraiment, ouais. Je vais en parler parce qu'il y a une manière aussi de faire plusieurs parties dans un article. On t'écoute, on prend des notes. Hein. Ouais. Oui. Donc une fois qu'on a bien défini son sujet, on va choisir son titre, effectivement. Donc là, toujours pareil. Je peux prendre l'exemple du maquillage beauté. Oui. Comment réaliser un maquillage beauté? En fait, ça peut être le titre. Ça va être un titre, mais qui va être un peu Vague. Un peu vague, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est pas un titre qui va interpeller. Qui va accrocher. Pour trouver un bon titre, en fait, on peut essayer de l'ancrer dans un sujet d'actualité, dans quelque chose qui s'est passé récemment. Donc, par exemple, on va dire 3 astuces pour réaliser le maquillage beauté de Sophie Marceau sur la croisette. D'accord. Voilà. Wow. Le maquillage beauté de Sophie Marceau sur la croisette. Et c'est toi qui viendras faire la vidéo. Voilà, c'est moi qui fais, voilà, j'ai des notions de mascara et tout. Donc, pas de souci. Et pareil, un deuxième exemple, on peut faire comment se maquiller en 5 minutes. Ça, c'est un titre qui est déjà pas mal. Super. Mais pour l'améliorer, on pourrait dire pareil, 3 astuces pour les jeunes mamans pour se maquiller en 5 minutes pour une jeune maman. C'est-à-dire qu'on va cibler la jeune maman directement. On va... voilà. Ce qui va être beaucoup plus spécifique. Le titre soit bien complet, en fait, pour cibler. Je crois Oui, qu'il il faut faut cibler, quoi. le plus précis, surtout le plus Plus précis possible. possible. Le plus, ça, je savais pas. Je pensais que Non, moi non c'était, plus, je savais pas. Les titres devaient être courts. Et ils peuvent être courts, mais c'est-à-dire qu'il faut bien définir. C'est-à-dire que c'est pas forcément... Non, trop court, honnêtement, c'est pas facile. Enfin, niveau référencement, ça va être moins évident d'atteindre un bon résultat. Il faut placer ses mots-clés principaux dans le titre, ça c'est évident. Et si on veut, on peut aussi développer le titre dans le chapeau de l'article, c'est-à-dire dans les premières lignes de l'article. Ah oui, alors c'est le chapeau, t'appelles ça la description, quoi. Ben, c'est les premières lignes de l'article. Et ça Dès doit qu'on être va- long, la description, le chapeau. Deux lignes, c'est un pitch, c'est un mini pitch en fait de l'article, et qui va reprendre surtout les mots-clés principaux qui sont déjà dans le titre. Les mots-clés étant beauté, Maquillage, femme, Sophie Marceau, Sophie Marceau, et puis Cannes, Ouais. actualité. Ouais. D'accord. Oui, c'est plus le maquillage effectivement qui va parler. Et Sophie Marceau, c'est un prétexte pour effectivement. Pour aller dans l'actualité du moment. Voilà. Donc, D'accord. 2000 mots, ça veut dire qu'il faut faire moins d'articles, mais mieux. Oui, moi c'est ce que je recommande. Je recommande de faire plutôt des articles poussés qui vont effectivement sur le long terme, ça va être plus. Plutôt que régulier. Plus Ça référencé. va être plus et vous risquez, enfin vous avez plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. D'accord. Voilà. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait pas dépasser 480, 500, 600 mots. Ben là, déjà, c'est bien. Hein. Moi, je Oui. tourne à 300. Après, Moi, je dois être à après, on 500. peut faire des articles à 500 mots, par exemple. Mais- Par exemple, des articles mode ou des articles sur un produit que vous avez apprécié, sur Oui. sur Sur une une robe, petite sur- anecdote que vous Oui, voulez raconter.
en 500 mots, parfois, on peut la raconter. D'accord. Voilà, mais il faut juste la détailler dans le titre, dire précisément de quoi on va parler. C'est surtout ça qui est C'est très très important. En fait, ce que tu veux dire, c'est que 2000 mots, c'est pour des articles. Par exemple, la dernière fois, l'émission dernière, on était sur la fête des pères, et j'ai pris 5 astuces pour rajeunir votre apparence après 50 ans. Oui, c'est ça. Donc j'avais pour une Donc fois. 5 parties, vraiment. On peut... Donc j'ai fait un beau référencement la dernière fois sans le savoir. Ah ben voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va être super. Ah non, Allez, je crois que tu intéresses beaucoup les gens, donc tu continues. Alors, justement, donc choisir les mots-clés. On va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Ad Planner, qui est intégré au service Google AdWords, qui en fait va permettre de définir ces mots-clés plus précisément. Donc on va taper par exemple maquillage beauté, et là Google va nous proposer pas mal d'expressions et va nous exprimer le trafic et la concurrence sur chaque expression. Ah oui, d'accord. Alors moi, ce que je recommande, en fait, c'est de choisir les expressions à concurrence faible, qui ont moins de trafic. Forcément, vu que la concurrence est moins élevée, il y a moins de trafic par expression. Mais en fait, quand on cumule ces expressions, on a un trafic qui est conséquent. D'accord. En fait. D'accord. Que si on se plaçait directement de manière frontale sur des expressions très concurrentielles, Oui. sur des mots simples comme maquillage par exemple. Ah oui. Voilà, maquillage. Donc c'est pour ça, voilà, maquillage beauté en 5 minutes, déjà c'est une expression qui est beaucoup moins concurrentielle, Oui, beaucoup plus, et en plus beaucoup plus spécifique. D'accord. Donc les gens qui vont atterrir sur ces résultats vont précisément chercher ces mots. D'accord. Eh ben, ça c'est Voilà. intéressant aussi. Et c'est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus facile de se placer sur ce genre d'expression. C'est ce qui s'appelle travailler la longue traîne en fait. La En longue gros, traîne. la longue traîne, en fait, ça s'appelle. En fait, c'est ce qui va vous ramener 80% de votre trafic. Et donc cette longue traîne, ça va être les mots-clés plus spécifiques, donc les expressions clés, puisque c'est plusieurs mots-clés qui vont ramener, individuellement, elles vont ramener beaucoup moins de trafic, mais additionnées les unes aux autres, elles vont ramener un trafic qui représente 80%. D'accord. Voilà. C'est une addition, voilà. Et les 20% qui sont très concurrentiels peuvent ramener un fort trafic, Oui, mais beaucoup plus difficilement, et qui sera moins qualifié parce que la recherche est... D'accord. Bah, c'est Voilà. facile. C'est très clair. Mais il faut quand même travailler la courte traîne et la longue traîne. D'accord. Voilà. De toute façon, quand on débute sur le blog, il vaut mieux... De toute façon, on a tendance à travailler sur les expressions plus ciblées. Alors, pour le contenu, on va optimiser le contenu en fait en commençant par un chapeau qui reprend les mots-clés, l'expression clé principale en la développant. Suite à ça, en fait, dans tout le contenu, on va essayer de replacer des expressions rattachées à l'expression principale qui appartiennent au même champ sémantique. Et qui peuvent aussi être des synonymes des expressions clés, des mots qui sont quand même assez proches. Ça va être très important au niveau du référencement. Et ce qui est intéressant, surtout pour des articles de 2000 mots, c'est d'essayer de décomposer son article en parties qui vont être titrées, voilà, en paragraphes qui vont être titrés avec des sous-titres éventuellement. Et il faut faire très attention aux balises qui ont des numéros, en gros sur WordPress ou sur une page HTML classique, les balises vont de H1 à H6. Ce que vous allez voir à l'écran, c'est la taille du texte qui varie. Mais en fait, la taille du texte, ça a une importance visuelle pour l'internaute, mais ça veut dire aussi cette taille de texte, enfin, cette balise H1 à H6, c'est par ordre d'importance. Et ça veut dire en moteur de recherche, ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre, ça c'est un sous-sous-titre. D'accord. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est si on commence par un titre de paragraphe en H3, Oui. en dessous, si on veut mettre un sous-titre à ce paragraphe, on est obligé d'aller sur du H4. Voilà. D'accord. Et il faut faire On une peut pas hiérarchie faire comme ça. l'envers. Il D'accord. faut faire une hiérarchie comme ça. D'accord. Voilà. Le titre principal en général, c'est du H1, c'est C'est quoi le titre principal? C'est le titre de l'article. le titre de l'article qu'on peut reprendre. Ah, on le remet, le titre de En l'article. général, il y a Ah pas oui, ça, mal je de commence choses. c'est ça. Il faut commencer son article par le titre que tu as choisi de mettre tout en haut. Toujours. Ah, mais je savais pas du tout. Si. Ah oui, d'accord.
L'autre conseil en fait que je peux donner pour chaque article, c'est reprendre, en général sous WordPress ça se fait par contre automatiquement, reprendre le titre dans l'URL de la page de l'article. D'accord. Ensuite on a les images. Alors les images, quand on va les importer sur son blog, donc je parle toujours de WordPress, quand on va les importer en fait il y aura juste le titre qui va s'importer. Mais la catégorie qui va être référencée sur les moteurs de recherche, ça va être la balise alt. Voilà, c'est cette balise qu'il faudra remplir avec les mots-clés sur lesquels vous voulez que votre image se retrouve. Donc le titre de l'article. Pas forcément, Pas ça peut être, il vaut mieux définir ce qui est contenu dans l'image. D'accord. C'est-à-dire, il vaut mieux définir vraiment ce qui est contenu dans l'image En rouge. parce que ça peut être trouvé indépendamment de votre article. Mais en général, ce sera forcément sur le même sujet. D'accord. Vu que c'est des photos qui sont intégrées à un article, forcément ça parlera d'un sujet qui sera identique. Quoi. Et ce qui est important aussi, c'est de catégoriser ces articles. C'est-à-dire faire des thématiques qu'on a sur son blog et on va les classifier. Et on va mettre aussi des tags, ce qui va permettre en fait par exemple, il y a une fonctionnalité qui permet de présenter des articles, les articles que vous pourriez aimer, en plus de l'article que vous avez fait. D'accord. D'accord. Et en fait, ces tags et ces catégories vont influencer les résultats qui seront dans les suggestions d'articles. D'accord. Et ça permet aussi à l'internaute de voir que sur le même sujet, tu en as fait déjà 2-3 et ça peut le permettre de rester plus longtemps aussi chez toi. Revenir. Ah oui, ça c'est très important. Ça aussi pour les moteurs de recherche, c'est un indicateur d'intérêt que les internautes naviguent d'un article à l'autre. Il faut vraiment. Voilà. Il y a un indicateur qui s'appelle le taux de rebond, qui en fait, le principe c'est par exemple, typiquement vous publiez un article, le lecteur lit l'article et sort du blog. Donc là, le taux de rebond sera de 100%, effectivement, si c'est le cas. Si par contre il lit l'article et qu'il clique sur un autre article ou sur un autre contenu qui est sur le blog, sur une autre catégorie, là il n'y aura pas de taux de rebond puisque la navigation continue. D'accord. Et plus il reste longtemps sur le site, plus le nombre de pages qu'il voit lors de sa navigation est élevé, plus ça va faire monter le blog. Parce que c'est un indice de crédibilité, de valeur. Ouais. Voilà. Donc ce qui est très important aussi dans chacun des articles, c'est d'insérer des liens vers vos autres articles. Ça c'est très important, c'est ce qui s'appelle faire du maillage interne. En fait on va réutiliser d'anciens contenus et on va les replacer pour informer plus loin sur un sujet qu'on a juste abordé dans l'article parce qu'on est concentré sur un sujet précis. Mais en fait ce sujet qu'on a abordé, on peut le développer par le biais d'un autre article. D'accord. Voilà. Et on peut en mettre. Ce qui fait qu'on a quand même un. Il y a un nombre où on peut. Non, on peut faire ce qu'on veut, on peut en pas mettre 10, 15, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en mettre 10, 15. Après, si ça concerne votre site, vous pouvez en mettre. Ça va pas. Voilà. Par contre, effectivement, si c'est un lien. Si vous voulez faire des liens sortants. Oui. Suite à des partenariats. Oui. Là, il ne faudra pas trop les multiplier. Parce qu'en fait, au niveau référencement, plus il y a de liens sur une page, moins chaque lien a d'importance. Voilà. Donc il faudra essayer, si jamais c'est sur un partenariat, il faudra essayer de limiter un peu le nombre de liens. Voilà. D'accord. Externes. Qui vont vers... J'ai tout noté, hein. Eh ben, c'est super. Nicolas. Non mais je m'étonne pas que je ne sois pas assez bien référencé. Parce que je fais rien de ça. C'est pas après, si, vous avez un bon référencement, je pense, mais vous avez de la marge. Et alors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être à partir de ce soir? Eh bien, j'ai l'honneur de vous apprendre que Nicole va être la mieux référencée en France à partir de demain. À partir de cette nuit? Ça demande quand même du travail. Hein, oui, oui. Toujours. Non, oui. Toujours. Je vais avoir besoin de lui. On peut quand même gagner du temps avec tous ces conseils parce que ça permet vraiment d'optimiser ce qu'on produit. Et de pas forcément multiplier le contenu, multiplier le nombre d'articles, mais faire des articles qui sont très bien référencés. Moi, je suis plus pour ce parti pris de proposer du contenu travaillé, de qualité, recherché avec des sources,
que multiplier un contenu pour être toujours présent. Voilà. Ça a son importance aussi, mais c'est pas ce qui va vraiment faire monter au niveau du référencement. Voilà. La dernière étape que je recommande forcément pour voir les résultats de ces efforts en référencement, c'est de les suivre sur Google Analytics, que vous trouverez. Vous tapez Analytics sur le moteur de recherche. Et ce qui est intéressant comme indicateur, ce qui va vous montrer votre progression, c'est le nombre de visiteurs uniques par jour. S'il y a un indicateur à travailler, c'est bien celui-là. Après, vous aurez des statistiques plus détaillées par contenu, c'est-à-dire par article. Vous pourrez savoir exactement combien de personnes ont lu l'article sur un laps de temps. Voilà. Et vous pouvez savoir aussi d'où viennent les gens. C'est très très complet. Et quel âge? L'âge aussi, oui. On peut ça, connaître l'âge et puis le sexe. Voilà, il y a pas mal de données. Vous savez que... Comme ça, on peut mieux cibler son contenu aussi. Si on connaît mieux, les gens qui viennent voir, le public, si on connaît mieux son public, forcément, on peut beaucoup mieux cibler son contenu et peut-être adapter son contenu. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aussi à ses lecteurs. Chaque chose pour à ses lecteurs, les faire intervenir dans ce qu'on écrit. Ça, je fais ça. Voilà, ça, oui. Ça, je fais ça parce que c'est un partage. C'est le but premier. Voilà. Donc merci, mais dis donc, pour moi j'ai bien compris, je suis tellement... Mais il y a des personnes effectivement qui veulent ouvrir un blog et qui se posent plein de questions. Toi, tu peux leur répondre, tu peux faire des formations, tu peux nous parler un petit peu de ta société? Oui, alors principalement, moi dans ma société, je crée des sites internet et des blogs. Et je fais aussi du conseil pour les particuliers. Je les conseille pour le référencement selon leurs projets, selon leurs objectifs. Voilà. Et tu vas faire des formations? Et je vais faire des formations, oui. J'ai un compte, j'ai des comptes sur Instagram et Facebook que j'essaie d'alimenter un peu plus. Bon, on dit toujours ça, c'est toujours les chaussures. Voilà, mais j'ai publié quelques contenus intéressants, mais principalement, moi je suis plutôt dans le relationnel de proximité. Voilà, j'ai des clients qui viennent me voir, on passe 1 heure ensemble, ou alors on s'appelle sur Skype. Voilà, mais je travaille principalement comme ça en conseil ton métier, à proximité. en one-to-one, comme on dit. Voilà, oui. En one-to-one, c'est vachement intéressant. En one-to-one. Voilà. Eh bien, merci Maxime. Tous les liens de Maxime sont effectivement dessous la vidéo. Vous savez, le petit clic que vous déroulez. Merci beaucoup. On va travailler là-dessus. Hein. Nous sommes intéressées toutes les deux. Nous sommes les seules blogueuses. Vous n'êtes pas blogueuse, les filles? Oh ben non. Ouais, mais tu es une journaliste. Toi, il n'y a rien. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elle sait très bien. Donc je pense que quand la seule qui a trouvé que 2000 mots, c'était pas si lourd que ça, c'est Virginie. Mais bon, en tout cas, on va se perfectionner avec Maxime. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. À très bientôt, j'espère. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Et nous allons passer un moment que nos téléspectateurs adorent, tu ne peux pas t'imaginer. Ils sont fous de ça. Ce sont nos chroniques. Alors, comme je vous le disais au début de l'émission, notre amie Caroline est toujours en train de prendre du bon temps à Sao Paulo, au Brésil. Mais elle pense à vous, elle pense à nous toutes, mais aussi à vous. Vous lui manquez, elle nous l'a encore dit hier. Et elle nous a fait un petit coucou de Sao Paulo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une marque brésilienne aussi, c'est Manado. Il y a 2 pharmacies comme ça qui existent déjà à Paris. Et là, je découvre celle de Sao Paulo. Donc je vais rentrer, on va faire un petit tour et après je prendrai des petites photos puis je vous ferai un article sur cette marque qui est de produits naturels en fait et qui existe depuis très longtemps. Je vous donnerai plus d'informations sur mon poste, mais rentrez, on va voir un petit peu de rentrer. Voilà, donc c'est la marque Manado, la marque brésilienne. Voilà, c'est ceux qui vont acheter des choses naturelles. Alors, leur spécialité, c'est la première chose qu'ils ont fait, je crois, c'était le talc. Mais maintenant, il y a plein de choses qui vous voyez, j'ai jeté des choses très naturelles. Donc, je vais regarder, je vais chercher un petit peu et je vous montrerai après. Voilà, nous sommes chez Manado, Sao Paulo. À Breve, ciao. Un endroit quand même trop mignon.
C'est un petit passage. Alors là, il y a des marchands de vin. Là, vous voyez la petite fontaine. Vous pouvez prendre un pot ici. C'est ravissant. Regardez comme c'est... Et tout, c'est exceptionnel. Et enfin, et au bout, ce qui est très drôle, venez voir ce qu'il y a, c'est le bistrot de Paris. Bistrot de Paris, à Sao Paulo. Voilà. Donc c'est un endroit super mignon, je découvre avec vous et je voulais vous faire découvrir parce qu'à Sao Paulo, comme je le disais, c'est plein de contrastes et aussi ici, dans ces bistrots de Paris, je tombe par hasard dessus, c'est assez drôle. Mais c'est vraiment plein de contrastes et c'est ça que j'aime en fait à Sao Paulo. Ciao! Até mais! Bisous de Sao Paulo! Beijos! Tchau, tchau! Et ça y est, nous sommes dans le magasin de Hawaii. Des petites chaussures que je porte aux pieds. Donc ça c'est un grand magasin dans la rue. Comment s'appelle la rue déjà? Oscar Freire. Oscar Freire. Oscar Freire, qui est la rue très chic dans un quartier très chic de Sao Paulo. Et donc ici c'est le magasin d'Hawaii. Vous voyez déjà le truc qui est très grand avec les petites les spéciales. On adore pour l'été, même à marcher à Paris. Moi, je marche qu'avec mes Havaianas depuis que je suis arrivée à Sao Paulo. Vous voyez, regardez un peu comme c'est dingue. Les magasins ici, c'est une autre dimension. Hein. C'est une autre dimension. Voilà, c'est Havaianas Sao Paulo dans le quartier chic, Oscar Freire. C'est ça? Le quartier chic de Sao Paulo. Ciao, ciao! Merci Caroline, merci, oh là 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 là, mais tu nous fais envie, mon Dieu, à très très bientôt. Et bien maintenant, ça va être la chronique de Virginie. Moi j'ai une petite soif, Virginie. Tu voudrais nous rafraîchir un peu, je crois. Oui, je pense que c'est la période. Voilà, donc je voulais vous proposer un sujet, enfin une chronique sur l'eau. En fait, j'ai eu cette idée-là parce que ça fait un petit moment que sur Instagram ou sur Facebook, il y a des challenges autour de l'eau, genre de boire. Ça nous incite en fait, hein, le but c'est de nous inciter à boire régulièrement. Parce que bon, ça on le sait toutes, hein, que c'est ce qu'il y a de meilleur quand même pour notre santé, c'est qu'on est composé de plus de 60% d'eau, je crois, et qu'il est donc recommandé d'en boire au moins 1,5 litre par jour. Ce qu'on oublie un peu de faire, surtout quand on boit d'autres choses, quoi. Hein, donc, voilà, les addicts au coca, c'est nous, on sait quelque chose. Mais alors je me suis dit, ok, c'est vachement bien de boire de l'eau, mais c'est vrai que quand on va au supermarché, il y a une espèce de pléthore maintenant de choix d'eau complètement incroyable. On ne sait plus tellement laquelle choisir. Donc je voulais vous faire quelques catégories pour bien vous réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors on a évidemment d'abord ce qu'on appelle les eaux minérales. Pourquoi on les appelle eaux minérales? Parce qu'elles contiennent certains minéraux. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il y a encore au siècle dernier, ces eaux étaient prescrites par des médecins. C'est-à-dire que c'était vraiment un médicament. L'eau minérale était un médicament. Donc maintenant, on peut la trouver dans n'importe quel supermarché du coin, mais au départ, c'était médicamenteux. Et la première chose très importante à savoir, c'est qu'elles sont quand même entre 100 et 200 fois plus chères que l'eau du robinet. Donc, quand on les choisit, voilà, elles sont chères, donc il faut bien la choisir et savoir en tout cas ce que ça veut dire. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut savoir lire les étiquettes et surtout ne pas oublier ses lunettes. Ah oui, c'est ça. En général, c'est écrit quand même très 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 petit. Parce qu'en fait, justement, il faudrait adapter notre consommation d'eau minérale à nos besoins, parce qu'elles n'ont pas toutes la même chose. Alors, il y en a d'abord, un des minéraux les plus importants dans l'eau, c'est le calcium. Alors, on dit qu'une eau est riche en calcium, là je prends mes notes, parce que je ne le connais pas par cœur, quand elle présente une concentration de ce composant supérieure à 120 mg par litre.
Alors le calcium, c'est très très bien si on ne consomme pas trop de produits laitiers. Parce que sinon, on va être en surdose de calcium. En revanche, c'est une eau qui est très très bonne, surtout pour les os. Donc quand on commence à souffrir d'ostéoporose, etc., c'est important. Mais bon, si vous ne consommez pas beaucoup de produits laitiers, vous pouvez être en carence de calcium, pour ceux qui n'aiment pas du tout ça. Donc il vaut mieux de consommer ces eaux riches en calcium. En revanche, si on se goinfre de fromage toute la journée, on essaye de pas... On n'a pas besoin de... On n'a pas le droit de calcium. Ensuite, il y a des eaux qui contiennent du sodium, c'est le Na. Et une eau riche en sodium, elle doit en contenir plus de 360 mg par litre. Ça commence... Et ces eaux-là, elles facilitent beaucoup la digestion. Elle maintient un beau taux d'hydratation pour tout le corps. Mais attention, c'est du sel. Donc, si déjà on a une alimentation très riche en sel, c'est pas cette eau-là qu'il faut privilégier. Il y a des choix à faire. Et ensuite, il y a l'avant-dernier minéral, c'est le bicarbonate de sodium. Alors ça, c'est surtout les eaux minérales pétillantes qui en contiennent. Là, il faut en afficher plus de 600 mg par litre. Mais ça, je pourrais les remettre, les pourcentages éventuellement. Alors c'est très bien, ces eaux pétillantes sont très bien parce qu'elles réduisent l'acidité de l'organisme. Pour les sportifs par exemple, c'est une eau très, très importante. Elles améliorent l'hydratation. Justement, comme elles réduisent l'acidité, ça réduit la fatigue musculaire. Mais elles sont également très riches en sel, par définition. Et enfin, il y a le magnésium. Et c'est là où il y a beaucoup de pubs sur les eaux. L'eau est riche en magnésium, etc. On dit qu'elle est riche, donc s'il y en a plus de 56 mg par litre. Et c'est des eaux plus intéressantes pour réduire les fatigues passagères, pour le stress, etc. Mais en fait, l'idéal, compris quand je donne un peu tous ces minéraux, ça serait finalement pas de se focaliser sur une seule eau, parce que ça nous apporterait que la même chose, c'est de pouvoir les panacher et de les varier finalement le plus souvent possible. Il ne faudrait pas oublier l'eau du robinet, qui est effectivement une eau primo-potable, et qui garantit justement une bonne neutralité, parce que la réglementation impose que cette eau ne contienne pas plus de 150 mg de calcium et pas plus de 15 mg de sel par litre. Donc c'est une eau en général à ce niveau-là assez neutre en termes de minéraux. Donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle est quand même assez bien équilibrée en fluor. Et puis elle est surtout très régulièrement analysée. Donc il faut d'ailleurs savoir que c'est l'eau parisienne qui est la plus contrôlée de France. Le seul problème de l'eau du robinet, c'est que comme on lui met du chlore pour justement neutraliser les bactéries, dans certaines régions, elles peuvent avoir quand même un petit goût de javélisé qui n'est pas toujours agréable au palais. Donc, à la limite, peut-être on met un petit peu de sirop ou un petit truc de citron dedans. Un peu de sucre. Non. Bon. Ensuite, il y a l'eau. Alors, la solution aussi, c'est il y a beaucoup maintenant, on utilise de l'eau du robinet filtrée. Il y a plein d'appareils qui permettent de filtrer l'eau du robinet. Donc, on a de l'eau d'aussi bonne qualité. Et c'est vrai que du coup, on réduit le goût un petit peu chloré, un petit peu, j'allais dire, de l'eau de... Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'eau filtrée, elle filtre le calcaire. Mais ça, c'est pas grave. Parce que autant le calcaire, ça bouche les tuyaux, machin, mais sur l'organisme, ça n'a aucune incidence. Donc on peut boire calcaire, ça n'a aucune importance. Donc voilà, donc si on peut donner quelques petites astuces... Ah oui, non, j'oubliais, il y a aussi les eaux de source qu'on trouve maintenant au supermarché, qui sont pareilles, qui viennent de sources comme les eaux minérales, mais qui n'ont pas forcément des teneurs en minéraux spécifiques, donc on les considère comme des eaux de source. Elles sont donc assez neutres. Je dirais ça équivaut un peu à l'eau du robinet, sauf qu'elle a peut-être toujours un meilleur goût. Puis après, voilà, il y a des goûts. Moi, personnellement, je sais que je ne fais aucune différence. Je n'arrive pas à faire un test à l'aveugle. Pas testeur, non. Mais je connais des gens qui ne peuvent pas boire une bouteille, une marque plutôt qu'une autre. C'est très spécifique. Alors sinon, bref, les petites astuces, c'est de boire évidemment le plus possible. En tout cas, de commencer sa journée, quoi qu'il arrive, avec 2 verres d'eau, pour réhydrater l'organisme et se rebooster. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'aliments qui contiennent aussi beaucoup d'eau. Évidemment, les fruits, etc. Donc c'est aussi à privilégier pour maintenir un bon taux d'hydratation. Et pareil, le dernier grand verre d'eau avant de se coucher pour
Pour aller faire pipi la nuit. Je ne voulais pas aborder ce truc-là, mais il faut quand même hydrater le corps pour l'ensemble de la nuit. Voilà. Et j'ai pas de dicton cette fois. Et puis surtout l'été. Bois ton eau à la cruche à l'eau. Et surtout en été. Et pour le transit, voilà, en été, forcément, pour le transit, le corps va perdre beaucoup d'eau, donc il faut boire beaucoup. Et puis ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que les personnes âgées, parce qu'il y en a, on en a autour de nous, la les soif, papas, les mamans, ils perdent la soif. Donc les forcer, leur proposer un verre d'eau régulièrement, quand même bien fraîche, parce qu'ils n'ont pas soif, ils perdent la notion de ça. Bah merci, dis donc, c'était super intéressant. Nous allons passer à la rubrique de Sylvie. Sylvie, tu vas nous apprendre quelque chose qui est très très difficile pour moi. Allez, viens, je t'emmène. Oh, je t'emmène. Non, attention. Alors en fait, à force d'entendre, j'ai eu l'idée de faire cette rubrique, à force d'entendre, ah non mais je pars en vacances, je ne sais pas quoi prendre. Donc du coup je prends tout. Et alors c'est la super mauvaise idée. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Parce que si vous regardez votre valise en rentrant, vous avez toute cette pile comme ça de vêtements que sont tout propres, encore bien repassés et que vous n'avez pas mis une seule fois. Et puis vous avez tous les autres que vous avez lavés le soir parce que vous avez toujours envie de mettre la même chose. Ce n'est pas du tout le but de ma chronique. Ma chronique est de dire de faire sa valise différemment pour éviter ce tas comme ça de vêtements pas portés et de passer sa vie à laver les autres. Donc, pour moi, des vacances, ça commence toujours par une valise parfaite. Puisque pour revenir au sujet de Maxime, cet article, je l'appellerai « La valise pour des vacances d'été parfaite ». Puisque là, nous partons on est dans en le vacances. référencement. Voilà. En fait, c'est pas difficile, il faut rationaliser. Rationaliser pour une femme au niveau des vêtements, c'est pas forcément très facile. Parce qu'en fait, la plupart des gens vous disent oh, non mais moi je sais pas comment je vais m'habiller, etc. Et on ne sait jamais. Si j'ai Polo qui me demande d'aller faire ci, non mais moi Polo, on va le régler tout de suite. Vous allez voir. Bon. Comment voulez-vous, pour faire très simple, comment voulez-vous connaître, alors que vous êtes encore chez vous, vos envies des vacances? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible que vous sachiez que, d'abord, vous ne connaissez pas forcément toute la météo. Hein, où il y a des jours il peut pleuvoir, il y a des jours il peut faire beau. Vous savez exactement que vous allez aller peut-être 2 ou 3 fois au restaurant. Bon, ça, c'est prévu, c'est prévisible. Mais ce que je veux dire, c'est vos envies, puisque moi, je prône s'habiller en fonction de ce qu'on a envie de mettre pour exprimer quelque chose. Ici, vous avez envie d'être très simple et très naturel pendant toutes vos vacances et que vous avez envie que de mettre des sandales en cuir toutes simples avec un short et un t-shirt, ça sera peut-être votre envie pendant toutes les vacances. C'est peut-être pas la peine d'amener 5 robes donc du coup que vous ne mettrez pas. C'est ce que je veux vous dire, c'est de faire la valise différemment. Donc, la première chose à faire, je suis désolée de vous le dire, c'est de trier vos placards. Toujours. Moi, tout mon travail commence par un tri de placard. Et quand je dis que c'est trier son placard, ça veut dire tout sortir du placard et tout mettre sur son dodo ou n'importe où, et il faut tout trier. D'abord, vous allez retrouver des merveilles, ça je le dis tout le temps, mais vous allez aussi vous apercevoir que dans vos placards, vous avez encore des vêtements qui ne vous vont plus, ou qui ne sont plus en état d'être portés, ou qui ne sont plus à la mode. Et en fait, ça, je vous ferai un article là-dessus, c'est pas le moment d'en parler. Mais si vous regardez, et c'est pour ça que je vous fais vider votre valise, vos placards, c'est que vous vous apercevrez que la plupart du temps, tous vos vêtements se marient entre eux. Parce qu'on achète forcément en fonction de ce que l'on aime, de son style. On porte le même genre de couleur, on va porter le même genre de forme, alors en fonction de la mode, ça va être un peu évolué. Mais en fait, on achète, même si on pense qu'on a un vestiaire hyper éclectique, pas tant que ça, il y a quand même quelque chose qui ressort de ce vestiaire. Et vous vous apercevez que, par exemple, Annie qui porte un blazer bleu marine avec le top orange, ce blazer marine, elle va le mettre en habillé, et elle peut le mettre en sportswear avec un jean et des baskets, mais elle peut le mettre aussi avec un pantalon un peu plus habillé qui va le donner, et une paire d'escarpins. Et ce blazer, ça sera toujours le même, mais il sera plus du tout le même style. Il va faire plus classique. Vous voyez, c'est l'accessoirisation qui va donner aussi le ton. Bon. Donc, ça veut dire que ça facilite la valise, puisqu'en fait, si vous réfléchissez,
Ce top que vous mettez toujours avec le même pantalon, ben, il va aussi avec cette jupe. Ah ben oui, mais je n'avais pas remarqué, je peux le mettre avec ça. Ah, mais je peux le mettre aussi avec ça. Donc à partir de cette constatation, on va faire sa valise en fonction du nombre de jours où l'on part. Et moi, je pars toujours sur des durées de 7 jours. Ça ne veut pas dire que je pars en vacances 7 jours, c'est que pour faire une valise, c'est 7 jours, une durée de 7 jours. Et quand vous regardez sur n'importe quel média, vous apercevez que tout le monde fait la même chose, c'est 7 jours, parce qu'après, on part du principe que si on dépasse 7 jours de vacances, on a la possibilité de nettoyer soit en machine, soit dans... voilà, on va laver ses affaires. Bon. Donc, si vous partez en avion, ça je voudrais le dire, pensez toujours que vos bagages, ils peuvent être un peu moins rapides que vous. Donc j'ai toujours tendance à dire de faire un bagage à main dans lequel il y a une tenue pour dormir, une petite culotte, si vous parlez des chaussettes s'il faut, ça dépend du pays où vous allez aller, et le nécessaire de toilette en dose d'essai, mais pour pouvoir tenir quand même le soir, se laver les dents, se nettoyer le visage, et puis vous mesdames, si vous êtes super coquettes, de quoi vous remaquiller, parce que peut-être que le lendemain matin vous allez être très triste, mais dans ce bagage à main, il faut toujours qu'il y ait une tenue complète pour le lendemain. Ça ne veut pas dire un pantalon, mais ça veut dire au moins un top et des dessous. Ça vraiment. Et ça, vous verrez que ça vous sauvera au moins sur tous vos voyages, ça vous sauvera au moins la vie une fois. Bon. Ah oui. N'oubliez pas le maillot de bain dans cet bagage de journée, parce que même si vous n'allez pas dans une destination de plage, vous pouvez toujours avoir une piscine, même à la montagne, une piscine ou un spa, n'importe quoi, et le maillot de bain, il peut aussi vous sauver. Et moi, j'ai tendance à ajouter, alors je ne vous donne pas la marque, mais c'est une marque de sport dont on parle souvent, qui fait des serviettes de plage, qui sont ultra légères et ultra absorbantes. Ça se replie, ça ne pèse rien. Et ça aussi, ça pourra vous servir, si vous avez perdu vos bagages, ça ne va pas être la serviette de bain, mais ça peut vous sauver aussi. Moi, j'essaie toujours d'être un peu rationnelle, parce que, je sais pas, j'ai une grande famille, mais j'ai eu des garçons, j'ai été la tête pensante pour les bagages, un peu souvent. Voilà. Alors, en tout au milieu, vous allez compter, donc, comme je vous le disais, le nombre de jours de vacances. Bon, je suis partie sur 7. Donc, il vous faut 7 culottes ou 7 caleçons pour les hommes et 7 paires de chaussettes si vous avez besoin, si vous partez et que vous avez, vous savez que ça sera dans un pays où il fait froid. Mais pour nous, les femmes, avec les baskets, on va aussi prendre 7 paires de chaussettes, les petites chaussettes. C'est pareil, on ne se casse pas la tête, ça va faire le roulement. Pour cette culotte, cette soutien-gorge, tous ces tuyaux, toute la lingerie, tous les dessous, on va prendre les hauts. Les hauts, pareil, on va partir sur un haut par jour. Donc on repart sur 7. Un jean, après, on part sur les bas. Il faut un jean bien coupé. C'est pour moi l'indispensable. Le jean bien coupé vous sauvera la mise la plupart du temps. Il pourra être il pourra faire habiller si on met une jolie paire de chaussures. Et il pourra aussi aller faire des excursions parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas se promener avec les jambes nues. Il va vous sauver, il pourra vous sauver la peau s'il se met à pleuvoir. Par exemple, si vous partez sur le bassin d'Arcachon, vous ouvrez les fenêtres, il ne fait pas tous les jours beau, ni au Cap Ferret, malgré ce qu'il dit Guillaume Canet. Non, c'est pas vrai, on ne fait pas du bateau tous les jours. Alors, je vous dis, c'est méchant, il y a un peu moins de monde, si on pouvait avoir un peu moins de monde l'été sur la plage. Oh. Donc, un caraco. Moi, je dis aux femmes d'avoir toujours un caraco. Vous les achetez, alors c'est pas le même de soulignés. Alors, un caraco, c'est les petits hauts à bretelles, avec un peu de dentelle, etc. Et avec ce fameux jean, il peut être super élégant. Si vous ne voulez pas montrer votre corps, vous pouvez mettre par-dessus une chemise que vous nouez. Si vous avez un blazer, on prend super blazer. Oui, mais on ne prend pas forcément en vacances un blazer. Non, pas forcément. Non. C'est pour ça que la chemise, par contre, on peut, si vous ne l'avez pas, moi je conseille à ces dames de piquer une chemise de son mari. Ah, voilà. Bon. Un short, moi je dis qu'il faut au moins un short et une jupe décontractée. Donc c'est pour ça que je mets un short et une jupe, parce qu'on peut avoir la jupe en jean qui va remplacer le short. Ça dépend. Hein. Je pars sur 7. Hein.
une ou deux robes, parce que pour moi, non mais des robes à porter en journée et selon le soir. C'est-à-dire qu'en fait, je vais choisir mes robes qui puissent être accessoirisées pour être aussi portées le soir. La petite robe bohème de plage, si vous mettez une jolie paire de chaussures, des jolis bijoux, Caroline qui n'est pas là, elle en est l'exemple même. Elle a toujours l'art avec des petites robes de nous épater. Donc les robes, il faut qu'elles soient ce que j'appelle middle, c'est-à-dire qu'en fait, elles puissent aller aussi bien à la plage que pour un dîner. Et puis après, un sac type cabas, mais avec des longues anses pour pouvoir le porter à l'épaule. Et puis moi j'en ai fait l'expérience quand on est parti en voyage et on a fait du vélo. On ne pensait pas faire du vélo, mais quand on est allé à San Francisco, on a voulu monter sur le pont, mais à vélo. Et bien ce sac à dos avec longue anse est devenu, excusez-moi, un sac à dos, puisque j'ai mis les anses de chaque côté. Du coup j'avais tout mon barda dans mon dos et j'ai pu pédaler et ça ne m'a pas gêné. Mais parce que j'ai calculé, c'était un hasard. Mais que ça marche. C'était un hasard, mais depuis, je le conseille. À l'intérieur de ce sac, on va mettre un sac pochette avec ou une banane si on préfère, mais il va servir de pochette dans ce grand sac cabas. Et il va servir aussi de petit sac quand on va à la plage dans le panier, dans le sac de plage. Alors pour le sac de plage, moi je dis, vous prenez un tote bag, tout le monde en distribue les tote bags en tissu, comme ça pèse rien. Et puis ça vous permet de mettre votre petit sac pochette qui était dans votre sac de ville, vous le mettez dans votre sac de ville. En fait c'est très très pratique. Quand vous allez vous promener le soir pour faire manger une glace aux enfants, avoir le grand sac cabas, c'est parfois pas forcément nécessaire, trop lourd, donc on va prendre un sac plus petit. Et puis ce fameux sac pochette aussi, il peut faire pochette pour s'habiller. Donc vous voyez, j'essaie toujours de rationaliser, c'est ce que j'ai dit au départ. Une paire de sneakers de marche, donc quelque chose de, ce que je veux dire de marche, ça ne veut pas dire la chaussure, si vous partez à la montagne, vous allez prendre des chaussures qui vont avec. Là, moi je vous parle de tous les jours, la destination plage normale. Là, vous allez prendre des sneakers avec lesquels vous êtes bien pour pouvoir marcher, mais qui soient aussi un peu légers pour mettre avec un jean ou une robe. Moi j'aime beaucoup, sans faire de publicité en dehors pour une marque, des modèles qui s'appellent les Roche Run. Je ne vous donne pas la marque, mais si vous tapez Roche Run, vous trouverez, qui sont en tissu très léger et qui ne sont pas vilains et qui sont très, très simples, qui sont hyper confortables. C'est une marque avec une virgule qui fait ça. Et c'est incroyable de marcher avec. Mais incroyable, et vraiment c'est quelque chose qui peut passer aussi. On est en vacances, on n'est pas, vous ne les mettrez pas pour aller à quelque chose d'habituel. Une paire de sandales à talons, ça aussi ça peut vous sauver la peau. Même, moi je trouve que c'est bien. Une paire de sandales plates ou des tongs, ça aussi c'est hyper utile. Alors en plastique si on préfère ou en cuir, chacun fait comme il le sent. Un jogging qui pourra servir de pyjama. Le jogging c'est idiot, mais ce que je veux dire c'est que s'il pleut, on est content d'avoir son jogging et il peut servir de pyjama pour aller prendre le petit déjeuner avec les enfants, enfin quelque chose de joli. Enfin quand je dis un jogging, ça ne veut pas dire quelque chose d'infâme, c'est un pantalon un peu confortable qui pourra vous permettre même de voyager en avion avec, ça c'est quand même un pantalon leggings amélioré, un peu souple, avec un joli sweat. Il y en a plein, c'est très à la mode, ça revient. Et ça peut vous tenir chaud si vous allez en bateau. Et voilà, j'essaie toujours de. Voilà, quand on attrape la pluie. Ce sweat de jogging, ça va vous faire un pull de plus. Puisque ce que je vous dis, c'est 200 cendres de nuit aussi, c'est idiot, mais un petit short avec toujours une petite nuisette, un petit caraco. Alors, si, j'avais oublié de vous dire, la petite serviette que je vous dis de mettre dans votre bagage à main, sur ce site de sport, ça coûte 4 €. Oh, voilà, je l'avais noté pour ça. 2 ou 3 maillots de bain. Parce que la plupart du temps, les gens vous disent 1 ou 2. Moi, je vous dis 2, 3. Oui, il faut parce que c'est lui qui est de la vedette, des vacances en général. Et puis, c'est pareil. Si vous partez à la montagne, vous pouvez le soir aller à la piscine. Moi, pour nous, les femmes, c'est pas une question d'âge.
je dis que dans les 2-3, il doit y avoir au moins un maillot de bain, une pièce, parce que c'est pareil, on peut se sentir plus à l'aise si on va au spa avec une pièce qu'avec un 2 pièces. Après ça, c'est chacun qui choisit. Voilà. Après, un coupe-vent léger. Ça prend pas de place. Ouais, mais ça aussi, s'il pleut, s'il fait pas beau, ça peut être très pratique. bien. Et puis je vous dis, un ou 2 pulls. Moi, je pense que la plupart du temps, un pull et le sweat du jogging, ça fait l'affaire. On peut prendre un gilet aussi qu'on mettra dans l'avion. Oui. Pensez que quand vous allez, si vous prenez l'avion, vous pouvez mettre un gilet. Donc ça vous fait le pull que vous avez dans la soute avec le sweat Voir les et le dans le l'avion. ah oui, les tolls. Voilà, Alors, indispensable. j'ai oublié les tolls, mais les tolls, Ça sert à tout. Indispensable. Ouais. ça peut être un paréo. On peut même un paréo. Ça peut être un Ah paréo. ouais, Hein. ouais, les tolls, Moi, c'était j'ai pas des amis qui ont indispensable. des paréos qui sont suffisamment légers. Ben, quand vous revenez typiquement de Thaïlande, ben, vous ramenez un paréo et ben, ce paréo est assez joli pour le mettre autour du cou. Oui, hein. oui. Ça va pas, c'est pas le gros drap, c'est pas le drap. Non. Plus vous voyagez léger, plus vous pourrez ramener de petits souvenirs de vacances. De tenue. Vous pourrez vous acheter sur place parce que la plupart du temps, on a toujours envie d'acheter quelque chose. Ah oui, oui, oui. C'est aussi pour ça que je vous dis de voyager léger. Voilà, et je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Eh bien, c'est super. Merci. Bah, dis donc, c'est Avec plaisir. magnifique. Nous allons avoir maintenant la chronique de Annick. Bon, bah maintenant, vous avez vu, nous avons fait notre valise. Elle est parfaite, ou pratiquement parfaite. Et nous avons parlé des solaires avec Annick. Voilà, on va préparer la crème solaire pour partir en vacances. Alors, il faut se protéger du soleil parce que tout le monde sait que c'est pas très bon. On va d'abord, avant le départ, protéger sa peau de l'intérieur. On va manger des aliments qui contiennent de la bêta-carotène afin de prendre un petit hal déjà de peau. Il faut manger des carottes, des tomates, des mangues, de la patate douce, des oranges, des abricots. Et puis ensuite, on va choisir son produit solaire en fonction de son type de peau. La destination des vacances, les activités choisies. Pour sélectionner son produit solaire, il faut tenir compte de l'indice de protection. Alors c'est de 6 à 10 pour une protection faible, de 15 à 30 pour une protection normale, et après au-dessus, on prend une haute protection, et 50 pour la haute protection. Pour la mer, on choisira un produit qui va résister à l'eau. Parce que là, on va aller se baigner, donc il faudra que ça résiste à l'eau. Et qu'il offre à la fois une protection pour les ultraviolets de type B, UVB, responsables des coups de soleil. Ils sont méchants, ceux-là. Ceux-là, ils sont méchants. Les types A sont responsables du vieillissement cutané. Très méchants aussi. Ils sont méchants aussi. Oui, parce que là, on les garde tout l'hiver. Oui, et ils font pas mal, donc on toute ne les la voit vie, pas là. pénétrer dans l'épiderme. C'est horrible, cela. Il faut utiliser sa crème généreusement, parce qu'on a tendance à en mettre un petit peu, hop, 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 là. Et puis on ne renouvelle pas suffisamment de fois. Il faut bien se crémer, comme on dit. Alors après, on utilisera, si on a une peau grasse, on va prendre une crème en spray qui va être plus facile à étendre, à vaporiser, hein, puisque c'est en spray. Et puis, sur une peau sèche, on va prendre une crème plus hydratante, de façon à bien hydrater sa peau. Ensuite, la protection solaire s'applique toutes les 2 heures et après la baignade. Il faut renouveler, surtout. Et on a tendance à dire que si on fait un gommage, on va enlever son bronzage. Ben, non, c'est pas vrai. Il faut faire du gommage pour enlever les cellules mortes. Et là, vous allez peut-être en enlever un petit peu, mais quand vous allez reprendre le soleil, vous le reprendrez 2 fois plus vite, parce que votre peau sera débarrassée. Il est important de bien nourrir sa peau, parce que sinon après on a une peau sèche, ça fait une tendance, comme on dit, peau de crapaud. Ah, crapaudet. Crapaud, Chacun son animal. Voilà. Et la protection, quand vous avez une crème qu'on vous dit protection 20 ou 30, ça veut dire qu'on peut rester 20 minutes au soleil sans souci, de plus que si on n'avait rien mis.
D'accord. Si c'est une protection 50, on peut rester 50 minutes au soleil sans avoir mis de... D'accord. Si on n'avait pas mis de crème. Mais bon, c'est quand même important de mettre de la crème, d'en mettre aux petits-enfants, de les Ah, mettre les en enfants, t-shirt. il faut vraiment mettre un maximum pour les enfants. Et Et le la reste, c'est un meilleure t-shirt. protection, c'est le t-shirt. C'est le t-shirt. Ah, le chapeau. Maintenant, il existe aussi des t-shirts pour aller à l'eau. Tu sais, les t-shirts, Oui, les petites combinaisons, là. Et l'icra. C'est Les pratique. lycras, on leur met Les ça aux enfants, on est tranquille. Hein. Ah, maintenant, ils sont... on nous en a tellement parlé. Oui. Hein. Notre génération à nous, on a été au soleil Il y a un tout maximum, hein, ça c'est vrai. Hein. Grâce à ça, Ouais, pas la vache, on s'en Et- oh là là, oui. Alors, moi dans le midi, tu sais ce qu'ils faisaient? C'était surtout les Allemands qui faisaient ça. Ils se mettaient de la bière à midi pour bronzer le plus possible. Ah, ça leur faisait des bronzages marron foncé noir, hein. Mais c'était hyper dangereux. Et de la bière. Quand j'habitais Menton aussi, je te promets, de la bière. Et ils étaient entre midi et 2 heures pour bronzer le plus possible. Moi, j'ai une soeur qui se mettait de la vache et de la La graisse graisse à terre. terre. Oui, mais ça, on en a mis de la graisse à terre. Moi aussi. Moi, j'ai j'étais bébé. mais une de mes sœurs, parce que vu mon teint, si vous avez mis de la graisse à terre, imaginez. Ah bah, tu serais... Ah, bah, c'était Oui, ouais, que c'est tu sûr. brûles, là. Non, ma Donc, sœur, elle était aussi brûlée. protégez-vous. Hein, le message d'Annick, Protégez-vous. c'est ça. C'est très important. Voilà. Voilà, Eh bien, madame. merci Annick. Partez en vacances tranquilles avec tout ça. Voilà, avec aussi, gardez une place dans votre valise pour emmener les solaires qu'il faut. Voilà, mais Merci Annick de ta bonne chronique. Maintenant, c'est le tour de Elisabeth. Elisabeth, toutes les deux, nous avons une passion commune. hein. On est des mères Teresa des animaux. On est Brigitte Bardot, peut-être. Oui, en quelque sorte. Tu vas nous parler des vacances de nos petits chéris? Voilà. Alors, pareil, je vais commencer avec quelques petits chiffres. Chaque année en France, il y a 100 000 animaux qui sont abandonnés. Ça, c'est absolument horrible. Et dans les 100 000, il y a 80%, c'est juste à l'approche des vacances. Et ça, c'est juste horrible. Et il faut savoir que les gens, parfois, enferment les animaux dans la maison et se cassent. Alors ça, c'est juste insupportable. Criminel. Donc, si on aime nos animaux et si on aime voyager, il faut s'organiser en fonction Ben oui. de... Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, soit on les amène avec nous, donc ça, c'est quand on peut. Quand on peut. Voilà. Donc là, je dirais que certainement les chiens, ils voyagent beaucoup plus facilement que les chats. Je fais une petite parenthèse, un chat, c'est un animal très territorial. Donc, il préfère toujours être chez lui qu'en voiture ou dans un endroit qu'il ne connaît pas. Bon, parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est toujours mieux de trouver quelqu'un, si ce n'est pas une période relativement courte, trouver quelqu'un qui peut passer. Moi, bon, je n'ai marre de demander aux voisins maintenant. J'ai trouvé quelqu'un que je paye tant par jour, qui passe, qui fait des câlins, etc. voilà. Et ça, c'est parfait pour le Il y a chat. plein de jeunes qui peuvent Voilà, faire ça. exactement. Donc, pour le chien, bon, ou le chat, si on prend le chat, il faut faire un sac, un petit sac de voyage, comme pour nous, bon, le carnet, le gamelle, Une valise parfaite. le valise parfaite, son lit, tout pour que l'animal se sente chez lui où il va se trouver. Donc, parfois les animaux aussi, ils n'aiment pas trop le transport. Donc, si c'est le cas, il faut simplement voir le vétérinaire au préalable. Un petit traitement, un petit calmant, un petit traitement. Il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions. Bon, il faut prévoir. Donc, dans la voiture, ce n'est pas obligatoire. Moi, je pense que c'était obligatoire. Le caisse de transport ou la cage de transport. Bon, pour les chiens, moi, j'ai de la chance d'avoir un pauvre truc que j'ai récupéré en refuge, qui a été tellement tremballé en cage qu'il adore sa cage de transport. Il se sent, il voyage qu'avec sa cage. Mais c'est vraiment pour la sécurité de tout le monde dans l'habitacle. Parce qu'en fait, en cas d'accident, un chien qui passe derrière, c'est un bolide qui passe à travers le pare-brise. Voilà. Donc, il faut qu'il soit sécurisé et dans le voyage dans les conditions le mieux possible. C'est sûr. Bon, le truc qui craint le plus pour les animaux pendant le transport, c'est la chaleur. Donc, bien aérer la voiture, le clim, donner à boire. Et aussi, il y a des tas de petits accessoires. Vous allez voir des photos. Il y a maintenant, c'est très épatant, les petits tapis rafraîchissants.
Et avec le poids de l'animal, Ça remoule du lait. C'est très frais. Il y a des colliers rafraîchissants. Il y a le bon vaporisateur d'eau. Oui. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on trouve très facilement sur Internet Pour faciliter son voyage. Voilà. C'est pareil, ne pas le laisser dans la voiture. Absolument. Et il faut savoir aussi que jamais vous êtes en vadrouille, vous voyez un chien qui est dans une voiture fermée, vous avez parfaitement le droit de briser le vitre pour libérer l'animal. C'est terrible. Vous ne serez jamais poursuivi. C'est un délit de laisser un chien dans une voiture. Ou un chat d'ailleurs. Si on voyage avec son chat, on a peur parfois qu'il va fuguer, qu'on va pas le retrouver. Voilà. Donc Nicole a trouvé un petit parc pour son prix, qui est absolument génial, où l'animal il peut prendre l'air, mais il est enfermé dans un petit. Il ne faut pas qu'il reste trop longtemps. Non, mais c'est juste question de se dégourdir. Voilà, et puis de connaître le lieu, voilà. Pour les gens qui partent en vacances. Absolument. Donc après, c'est l'hôtel aux locations. Moi, j'ai l'habitude de me déplacer avec mon chien régulièrement à l'hôtel, donc je suis le guest parfait de l'hôtel avec mon panoplie pour les animaux, donc je me balade toujours avec un vieux drap ou un vieux rideau pour couvrir les choses dans la chambre, si l'animal a l'habitude de se mettre sur le lit. J'aime bien trouver un coin spécifique pour lui. Parfois, ça peut même être, si la salle de bain est assez grande, pour que ce soit son coin repas. Et pour être plus facile à nettoyer. Il faut toujours avoir un petit brosse pour coiffer, pour les poils, pour enlever. Et je voyage toujours avec un petit livret de papier d'Arménie que je brûle. Ah oui, d'accord. Parce que parfois, les vieux chiens... il y a des petites odeurs. Voilà, donc c'est plus agréable. Après, si on n'a pas le courage d'amener, c'est pas possible d'amener les animaux avec nous, il y a d'autres solutions, donc il y a la pension. Oui, il y a de très belles pensions. Donc, il y a des pensions, effectivement. Donc, moi, mon conseil, c'est de regarder bien, visiter, à préalable. Pas les mettre n'importe où. On peut même, comme pour tout maintenant, regarder les avis pour voir si les gens sont contents. Privilégier quand même une pension plus familiale, je dirais pas plus de 10 box, c'est sûr. où ils auront une attention très familiale. Il y a des sites maintenant qui existent. Et puis, la dernière solution qui est quand même pas mal, c'est du house sitting, c'est de s'inscrire sur un site où on peut se proposer de garder la maison avec la maisonnière, avec les animaux, etc. Donc, c'est les sites qui sont agréés, les gens qui sont... C'est un peu comme une espèce de mythique pour... d'accord. Et ça peut marcher très très bien dans l'autre sens, parce que même pour les juniors qui veulent voyager un petit peu partout, ils peuvent se mettre sur le site pour se proposer d'aller garder des petits animaux, garder une maison, découvrir une région... Donc ça aussi, ça permet des animaux de rester dans leur environnement. Oui. Et ça permet aussi à des gens de bouger un petit peu au mois de frais. Bien sûr, c'est super. Et avec tout ça, nos animaux, ils passent d'aussi bonnes vacances que nous. Et nous aussi, parce que quand les animaux sont heureux, on est heureux. Mais oui. Et puis on pourrait peut-être signaler aussi qu'en été, là il y a eu la naissance de plein de petits animaux, quand on aime ces animaux, on les rend heureux. Quand on aime ces animaux, on les fait... comment on appelle ça quand on les fait opérer? On les fait castrer. Je parle surtout pour les chats. Ouais. Parce que les chats, c'est effrayant ce qu'il peut y avoir comme chat en liberté. Il y a plein de bébés qui naissent et on les voit sur la route, on en voit partout, abandonnés par leur mère chatte, mais aussi abandonnés par les humains. Parce que ces chats qui ont été abandonnés dans la nature, c'est des chats souvent que les gens emmenent en vacances et qui laissent en vacances. Nous, on connaît ça. Et puis ils les abandonnent. Nous, on n'a plus envie de ramener à Paris. Donc, à Paris, même dans les boîtes aux lettres de l'SPA. C'est énorme, c'est énorme. Donc, ne comptez pas trop sur les gens pour recueillir vos chats. On en a donné pas mal. Et puis surtout aussi, il faut se dire que le joli petit chaton, le petit chou qui était donné comme cadeau à Noël. Oh, ça c'est ridicule. En été, c'est un grand chien ou un chat adulte. C'est terrible, il faut vraiment réfléchir. Il faut réfléchir, il ne faut pas offrir des cadeaux d'animaux parce que c'est ridicule si les gens n'en ont pas. Ça vient de soi, et puis quand on a un animal, on le fait soigner. Et on fait un sacrifice parfois. C'est cher, voilà. Mais c'est un choix.
Comme tout. J'aurais pu acheter une tour. Non, je ne cite pas le nom de. Bah, tu restes la à marque, côté mais de moi, voilà. tu restes à côté de moi, Elisabeth, parce que moi je vais faire ma petite chronique aussi, et je vous fais une chronique moi sur l'Andalousie. Voilà, je vous propose un petit voyage en Andalousie. L'Andalousie, c'est au sud de la péninsule ibérique, en face du Maroc, et à l'ouest du Portugal. Oh, je suis douée. C'est une région qui est très très sèche. Alors en été, effectivement, il fait très chaud. Dans sa capitale, Séville, vous pouvez attendre 40 à 42 degrés quand même, c'est très très chaud. Et l'hiver, bah, ils n'ont jamais moins de 10, donc c'est quand même très très tempéré en hiver. La meilleure saison, c'est pareil qu'en Grèce, c'est quand même au printemps ou au début de l'automne, hein, ce sont des bonnes périodes. C'est une région superbe, comme je vous disais, la capitale c'est Séville. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez trouver à Séville? Un passé culturel impressionnant, des ruelles fantastiques, des couleurs de maisons magnifiques, des arbres, des orangers, mais alors, franchement, il y en a partout et c'est très très beau, même si elles sont amères, donc c'est pas de l'orange. Les fameuses Hein. oranges de Oui, Séville. oui, oui, exactement, il y en a partout. Bah, vous trouvez quoi? Les tapas, hein? Et puis cette fameuse sangria, avec modération. Mais je vais arrêter là mon discours pour vous laisser regarder la petite vidéo que je vous ai prise lors de mon petit séjour en Andalousie, à Séville. J'espère que ce petit voyage et toutes ces chroniques sur les vacances vont vous donner envie de passer plein de bon temps et de vous préparer vous-même pour vos vacances. Mais dites-nous justement dans vos commentaires, quel est votre voyage qui vous a le plus plu? Ou quelle est la destination que vous avez envie, où vous avez envie d'aller très très vite, hein. On a envie de connaître un petit peu plus sur vous. Merci, merci à vous de nous suivre, merci de vos abonnements, allez continuez à vous abonner, continuez à nous regarder, parlez à vos voisins, vos voisines, il faut que vous soyez encore plus nombreux à venir nous voir. On vous embrasse,
Vous voulez rajouter quelque chose, les filles? Non. Bah non, Bonnes bonnes vacances. vacances. Bonnes vacances et à bientôt. Mais on vous revoit encore quand même avant les vacances. C'est vrai, oui, oui. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.